Bienvenue dans cette émission où on vous conseille des livres, vous savez, pour l'été ou pour d'autres saisons d'ailleurs, avec une invitée et un livre que vous allez adorer. Mon invitée, c'est Evelyne Dress. Bonjour. Bonjour, Patrice. Et le livre que vous allez adorer s'appelle « Je veux peindre et aimer ». Le « et » est très important, oui. on va le voir. Alors, Evelyne Dress, je ne sais pas si c'est besoin de vous présenter, mais enfin, carrière cinématographique assez incroyable, avec, vous avez tourné avec Molinaro, avec Odia, avec Deville, avec Pierre Barou, avec Ettore Scola, avec Patrick Schulman, évidemment, et La tendresse bordel, qui était un énorme succès. Et puis, vous avez tourné avec une certaine Evelyne Dress aussi, oui. Notamment pour Pas d'amour sans amour, qui était une adaptation d'un livre que vous aviez écrit. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Hein, il y a d'abord le film et le livre après. Et Plon, ayant vu le film, m'a demandé d'écrire le roman. Voilà. Et puis une œuvre littéraire assez considérable. Alors, on peut citer Les Rendez-vous de Rangoon, on peut citer les Tournesols de Jérusalem, La Maison de Petiché, Pas d'amour sans amour, donc, qui est devenu ce livre. Et puis, un livre dont on avait parlé ici, 5 jours dans la vie d'une femme. Ouais. Et Je veux peindre et aimer. Et je vais vous laisser la parole, comme je ne vais pas parler tout seul. Mais ça me plaît bien de vous entendre. Et alors, il y a une troisième corde à votre arc, si je peux dire. Vous êtes aussi peintre. Ouais. Alors, je ne fais pas tout en même temps. Non, c'est compliqué. Voilà, faut 4 mains. Mais... Oui, déjà que je ne dors pas beaucoup. J'aime pas dormir. Je vais dormir mon éternité, donc ça, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Mais j'ai eu des périodes différentes. Alors, c'est pas... j'ai toujours peur qu'on dise bon, elle touche à tout. Ah, voilà. Ça, on n'aime pas ça. Hein, velléitaire. Non, c'est pas du tout ça. C'est que quand je fais les choses, je les fais à fond, avec passion. Pour moi, il n'y a que le support qui change. Je fais toujours la même chose, de la création, me raconter aussi beaucoup. Bien sûr. Je suis mon matériau. Et puis, voilà, quand j'étais en peinture, je dis en peinture comme on entre en religion, j'étais totalement immergée. Et on ne peut pas dire que j'ai fait des tâches. Je racontais des histoires aussi, puisque ma peinture est figurative, et que j'ai été exposée 2 fois au Grand Palais. Donc théoriquement... Oui, donc c'est pas rien. Voilà. Et justement, on va parler de votre héroïne, qui est donc peintre, et c'est elle qui dit « Je veux peindre et aimer ». Est-ce que vous auriez pu écrire ce roman si justement vous n'auriez pas été vous aussi peintre? Parce que les toiles d'elle dont vous parlez, comme c'est un personnage imaginaire, même si parfois on se dit mais non, elle a forcément existé. Non, c'est un personnage imaginaire, hein, c'est ça? Oui, elle est totalement imaginaire, sauf que je lui donne aussi ma psychologie. Mais quand elle peint, je sais pas, des peintures de tauromachie, des roses noires, des hommes nus, des hommes noirs plutôt, nus. Hein, et bon, évidemment, c'est vous qui avez imaginé l'existence de ces peintures. C'est-à-dire que dans le livre, je décris une de mes toiles, voilà, qui est Concupiscence sous les filles du calvaire, qui est une très grande toile, un diptyque de 3 mètres sur 2, et qui raconte des religieuses dans un jardin. Et en prière sur le cornet de glace à 2 boules. C'est un peu subversif. Oui, mais voilà. Mais ça raconte aussi la solitude, parce qu'en fait, tout ce qui traverse mon travail est la solitude. Une solitude aimée, pas imposée. Non, pas imposée, voulue, oui, bien sûr. Une solitude choisie. La solitude, mais c'est d'ailleurs la grande question du livre. Et moi, j'ai l'impression, quand j'ai connu des gens qui ont des bouts de vie avec des artistes, et souvent ils disaient oui, mais un artiste, ce qui passe en premier chez lui, c'est l'art. Le reste vient en deuxième.
est-ce que c'est votre sentiment aussi? Ben oui, c'est la question que je pose. C'est la question que vous posez hein, dans le livre. Voilà. Quand on dit je veux peindre et aimer, est-ce qu'on peut faire les deux? Voilà. Et la question que je pose, c'est est-il possible d'aimer, de créer et de rester libre? Absolument. Voilà. Et moi, non. Je vous réponds que ça me paraît difficile. Je ne citerai pas de peintres, mais ne serait-ce que des comédiennes qui étaient au top de leur carrière et qui ont suivi un homme parce que tout à coup l'amour et qui ont disparu de la circulation et qui ne sont pas revenus parce qu'il est très difficile de revenir et finalement elles sont sans homme et sans amour, donc d'une certaine manière elles donnent la réponse à la question. La question, oui. Et même là, par exemple, il y a un grand débat, et vous parlez de Picasso dans le livre, il y a un grand débat aujourd'hui, dans cette époque nouvelle du féminisme, enfin, sur l'attitude de Picasso vis-à-vis des femmes. Oui. C'était vrai que c'était plutôt un prédateur, quoi. Enfin, oui, tout à fait. Bon, mais peut-être aussi, on peut penser que le moteur de Picasso, c'était son œuvre, c'était sa peinture. Et que les femmes l'ont inspiré, il les a aimées ou elles l'ont aimé, mais ça passait probablement en second. Un copain avec lequel je discutais un jour m'a dit « Quand j'écris, j'ai envie de baiser ». Voilà. Pardon, je ne sais pas si dans les Yvelines on a le droit de dire des choses. Mais c'est vrai que la création, quand on arrive à mettre sur le papier... trouver le mot juste, la phrase juste, ou bien, quand on peint, arriver à créer exactement ce qu'on a dans sa tête, c'est vrai que ça décuple le désir. C'est comme ça un processus que je ne m'explique pas, mais en tout cas qui existe et que je ressens moi aussi. Oui. Voilà. Mais c'est vrai, oui. Voilà. Alors, quand on est un homme et qu'on a une femme à la maison, c'est facile de satisfaire son désir. Et d'autres choisissent la solitude et s'en plaignent pas du tout. Et après, on va aborder l'histoire du livre. Mais justement, cette question, voilà, il y a l'art et la vie. Enfin, et est-ce que vous pensez que c'est spécifique aux artistes? Est-ce que, par exemple, je sais pas, des PDG, on sait bien que le pouvoir exacerbe des hommes ou des femmes politiques. J'ai l'impression que ça passe quand même avant les vies personnelles. Le pouvoir donne du désir, décuple. Il paraît, oui. Bah oui. Il paraît, on en a la preuve d'ailleurs. Oui, on en a la preuve. Oui, les hommes politiques deviennent beaux tout d'un coup et désirables. Non, mais je vous assure que c'est un processus que les artistes connaissent aussi. Bien sûr. Oui. Parce qu'ils prennent le pouvoir, d'une certaine manière, sur leur œuvre. Absolument. Alors, on va venir au livre qui est donc l'histoire de Rebecca. Alors, ce que je voulais dire, pardon. Sur pourquoi avoir écrit peindre, je veux peindre et aimer, c'est pour faire écho à Henry Miller qui avait écrit peindre, c'est aimer à nouveau. C'est-à-dire que lui avait raconté sa peinture à travers ce roman et je m'étais toujours reproché de n'avoir pas décidé de raconter ce qui m'était arrivé lorsque je m'étais mise à peindre. Voilà. Et vous avez eu l'impression de renaître, de revivre, d'être une nouvelle femme, enfin... D'avoir accouché de moi, oui. Et d'avoir accouché de vous-même. Je me suis toujours vécue comme une moche, parce que j'avais une mère qui me persuadait que j'étais très moche. Mais ça, c'est terrible. Oui, et lorsque la première fois, je me suis fait beaucoup d'autoportraits, et la première fois où j'ai peint ma bouche, je me suis aperçue qu'elle n'était pas si mal que ça. Il a fallu que vous peigniez pour vous rendre compte que, au fond, votre mère disait... Et j'ai éclaté en sanglots, voilà.
Ah, c'est beau comme histoire. Et donc, et en même temps, à l'époque, j'avais fait l'expérience d'être animatrice. Ouais. Hein. J'ai eu une émission qui s'appelait Entrer sans frapper tous les soirs, de minuit à 1h du matin sur Europe 1 et Antenne 2 à l'époque, et où l'expérience avait été assez difficile. Et donc, je m'étais retirée du monde, et c'est là où j'ai découvert que j'étais capable de peindre. Et découvrir que j'étais capable de faire exister quelque chose sur une toile blanche, ben ça m'a rendue invincible. Vous écriviez d'ailleurs, il n'y a rien de plus intimidant qu'une toile vierge. Et je me disais, mais et la page blanche? C'est la même. C'est la même? Mais oui, c'est la même chose. Et puis, tout à coup, quelque chose existe, et c'est vraiment, oui, un accouchement de soi-même extraordinaire. Et ça me plaît infiniment. Alors, votre héroïne, ça se passe entre les années, en gros, 1914 et 1930, enfin. Pourquoi avoir choisi cette époque? Alors, je ne sais pas. C'est venu comme ça. Comme ça? Ouais. C'est pas réfléchi? Parce que vous auriez pu, vous dites, bon, forcément qu'elle a un peu de vous, cette héroïne, mais vous auriez pu la situer dans une période contemporaine. C'est vrai que c'est une période aussi absolument incroyable, c'est-à-dire où beaucoup de choses se passent dans la peinture, beaucoup de choses se passent dans l'art. On parlera de New York tout à l'heure, où elle arrive, c'est quand Gershwin crée sa Rhapsody in Blue. Enfin, c'est vrai que c'est un moment d'effervescence créatrice absolument incroyable, et d'un monde en même temps qui est en train de changer, puisqu'il va y avoir la guerre de 14, et elle est importante dans votre livre. Et au fond, beaucoup d'historiens disent le XXe siècle né après la guerre de 14. J'aime bien écrire des lettres. Oui. Hein, il y en avait beaucoup dans les tournesols de Jérusalem. Et pour la petite histoire, je suis l'écrivain public de ma famille, et quand ma grand-mère hongroise voulait écrire des lettres, elle me demandait de les écrire. Donc j'ai toujours entendu dire que je savais écrire les lettres. Et donc j'ai commencé par cette relation avec le premier amour de mon héroïne, qui a à l'époque 20 ans et qui ne connaît rien de l'amour, et qui va faire l'amour avec son fiancé, l'homme de sa vie, à la veille du départ de ce garçon pour la guerre de 14-18. Voilà, c'est Georges, le premier. À l'époque, on partait faire la guerre, la fleur au fusil, on allait défendre sa France. C'est ça. Voilà. Donc c'est oui, c'est son premier amour. Au fond, il y a deux sortes d'amour chez cette héroïne. Il y a au départ, c'est un amour un peu marital, enfin de couple, hein, oui, qu'elle a avec Georges. Enfin, un amour très pur, très 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 beau d'ailleurs. Qui n'existe qu'à travers les lettres. À part qu'ils ont fait l'amour à la veille de son départ. Après, c'est un amour fantasmé, puisqu'il n'est pas là. Mais on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'amour avec des hommes qui ne sont pas là. Oui, c'est ça. Mais le deuxième amour, on en parlera après, c'est plutôt la passion. Enfin, si on pouvait catégoriser. Mais prenons alors, partons de... Donc, elle vit dans la région de Nîmes, hein. Vous savez que je suis un écrivain voyageur, et je préfère tourner autour de mon nombril dans des pays exotiques ou bien ailleurs qu'à Paris. Là, j'ai choisi Nîmes pour commencer. Et donc, elle a ce premier amour avec Georges, qui va mourir en 1917, hein, c'est ça, à la guerre, évidemment. C'est un traumatisme... Épouvantable. Je me suis mise dans la peau d'une jeune fille de l'époque qui n'a rien connu, qui va découvrir l'amour à travers les lettres qu'elle va échanger. Parce que, bizarrement, pendant la guerre de 14, les lettres arrivaient. Oui, absolument, oui. C'est incroyable, parce que c'est dingue. C'était dans des conditions absolument dingues, et les lettres, pourtant, arrivaient. Oui, c'est assez drôle. Et donc, ils vont s'écrire chaque
chaque jour et ils vont vivre intensément leur histoire comme s'ils étaient proches l'un de l'autre. Et elle va apprendre de son corps ses émotions, ce qu'elle ressent, sa sexualité. Et donc tout va exister comme ça. Et puis tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter avec la mort de... Et elle va perdre en même temps ses parents. Et elle va donc hériter d'une grande maison à Nîmes, oui. alors qu'elle faisait ses études à La Ruche à Paris. Et donc elle va aller vivre dans cette grande maison, ouais. étude notariale du père, une grande maison bourgeoise, 3 étages, et elle n'a pas besoin de tout ça. Elle va donc se réfugier dans le grenier pour pleurer, vivre sa peine. Voilà. Et la peinture va quand même la sauver. La sauver, bien sûr. Mais au fur et à mesure qu'elle va se réparer, elle va descendre dans la maison jusqu'à se retrouver au rez-de-chaussée et ouvrir les fenêtres de sa maison et se donner à voir en train de peindre. Et bien sûr, elle va recevoir comme ça des visites, des gens qui vont venir la regarder peindre. Et elle aura justement une maman qui vient avec son fils trisomique. Ah oui. Voilà. Charles. Charles. Ouais. Et qu'elle va peindre. Absolument. C'est une très belle scène, d'ailleurs. Oui. Ouais. Elle va beaucoup apporter à cet enfant. Absolument. Puisque la mère, le passage de la mère dit... elle voulait un enfant, et elle dit, pour moi, c'est le plus bel enfant du monde. Bah oui, bien sûr. C'est magnifique, ça. Et pour mon héroïne Rebecca, c'est aussi une matière extraordinaire, cet enfant, qui est différent, parce qu'elle peint la différence. La différence, absolument. Donc, Georges, après, elle va rencontrer un autre homme, alors c'est là un peu l'amour-passion avec Maxime, hein, c'est ça oui. Alors lui, il est dans le cinéma. Oui. Alors, jusque-là, on est au moment du cinéma muet. Voilà, c'est le cinéma muet encore. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu Babylone, le film de Damien Chazelle. J'étais très surprise parce qu'il parle de la même période que moi. Oui. De ce basculement du muet au parlant. Et donc, Maxime n'a encore fait que des courts-métrages. C'est un jeune homme aussi, assez beau, fringant. Elle est très amoureuse de lui. Hein. Ah oui. Heureusement, elle le rencontre d'une certaine manière pour se sortir... de chagrin. Oui, absolument. Mais lui, il a des ambitions. Il veut faire un long-métrage. Voilà. Et il a l'idée de proposer son scénario de long métrage à une star de l'époque qui s'appelait Gloria Swanson. Et la faire parler. Et la faire parler, voilà. Et donc il va partir à Hollywood, hein, c'est ça. Oui, bien sûr. Et il va partir à Hollywood et il laisse. Et il laisse Rebecca. Voilà. Donc deuxième drame au fond de l'amour dans sa vie. Mais vous savez, vous voyez que lui, il a choisi entre son art et son amour. Lui, il a choisi, voilà, là. Et vous dites, quand il part, au fond, la vie de Rebecca ressemble à un désert, quoi. Ben oui, bien sûr. Surtout, c'est le deuxième amour. Elle est encore jeune, elle attend tout de l'amour. Elle n'a pas encore décidé de choisir sa peinture. Elle a besoin de la peinture. Elle ne peut pas vivre sans peindre, mais en même temps, elle veut aimer. Alors... il y a dans ces peintures, c'est à Nîmes évidemment. À Nîmes, il y a des arènes. Ouais. Et dans les arènes, il y a des corridas. Oui. Et elle va faire elle est impressionnée par un torero, notamment, hein, qui est un. Qui a existé. Oui, Gamacho. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Et qui est un gitan. Ouais. Hein, comme beaucoup de grands toreros, il y a beaucoup de gitans. Elle va peindre la corrida. Et puis vous avez des pages très belles aussi sur la corrida. Vous dites
demandé cette question. En quoi l'animal est différent de l'homme? C'est vrai que ça m'a rappelé la chanson Cabrel, vous savez, qui est contre la corrida, mais qui dit est-ce que les hommes sont sérieux? C'est ça quand il... Et c'est vrai que, oui, c'est une question qu'on se pose. Où est la différence? Oui, où est la différence? Et surtout, ils prennent des risques tous les deux. Oui, absolument. Alors, bien sûr, quand on est contre la corrida, on pense que tuer, mettre des banderilles... Oui, c'est cruel. Voilà. Donc, je ne... Non, il s'agit pas, on ne va pas faire un débat sur la corrida. Mais c'est vrai que beaucoup d'artistes... Picasso, le premier. Oui, le premier. Connaissez c'était drôle, c'était Picasso, c'était Dali qui disait ça de Picasso, qui disait Picasso est espagnol, moi aussi, Picasso aime la corrida, moi aussi, Picasso est communiste, moi non plus. Voilà. Je veux dire, c'est vrai que beaucoup de grands artistes ont été impressionnés parce que ça, ils considéraient aussi la corrida comme un art. Oui, c'est un art, c'est un combat. Il y a deux personnalités en face l'une de l'autre et qui s'affrontent. Et c'est vrai que c'est un spectacle magnifique. Et les couleurs. Et les couleurs de la corrida sont très belles. Alors, elle va être remarquée, et puis elle va partir pour New York. Et alors, elle part avec le France. Oui. Oui, à l'époque, si on voulait aller à New York, il n'y avait pas l'avion. Tous les gens qui émigraient prenaient le France, premier du nom. C'est le premier France. Oui, après il va être arrêté sous De Gaulle, etc. Mais là c'est le vrai, enfin le premier, oui. Oui, c'est ça. Et là, il y a c'est page 91, voilà, le menu du dîner. Oui. C'est incroyable. Alors, je lis hors d'œuvre. Alors, salade l'air, pâté de veau et jambon en croûte, queue de langoustine, sauce grébiche, poire d'amour à la cubaine et vinaigrette. Ensuite, les potages. Velouté de légumes, mais on mangeait tout ça. Oui. Velouté de légumes courgettes, consommé grimaldi, tourin landais, gratiné ouvrière. Après les œufs en cocotte bergère, œufs pochés à la monégasque. Après les poissons, barres de l'océan, étuvées, etc. Après les entrées, alors c'est de la côte de veau, l'entrée. Après, il y a les légumes, les endives, les beignets, les petits pois. Après, les pâtes, spaghettis. Après, la grillade, la côtelette d'agneau. Après les rôtis, la poularde de Bresse, après les salades. C'est incroyable, ça dure 10 heures, quoi. Mais en tout cas, c'est un vrai menu. C'est le vrai menu, oui, que j'ai vraiment trouvé. Du France de l'époque, on se dit, mais comment on pouvait manger tout ça? D'ailleurs, l'héroïne disait, je ne veux pas manger tout ça. Oui, elle refuse. C'est pas possible. Est-ce que... Parce que c'est une des questions qui se posent, parce que quand on peint, c'est le corps qui agit. Est-ce qu'on peint comme on fait l'amour? C'est-à-dire, est-ce que c'est justement la sensualité qui précède l'intellectualisme? Oui, comme je vous ai dit, ça exacerbe le désir de peindre, de réussir à faire quelque chose qu'on a dans sa tête. Ça, je ne sais pas quel est le processus, mais en tout cas, oui, ça donne du désir. Ce que je voulais vous dire, c'est que entre l'émission, l'animation à la télé et la peinture, j'ai eu une période trapèze. Ah oui, vous avez fait du cirque, oui, absolument. J'ai fait du trapèze. Et donc, j'ai fait du ballon. Le ballon, quand vous êtes sur votre trapèze et que vous vous jetez, eh bien, il faut être dans le rythme. Et si vous n'êtes pas dans le rythme, vous tombez. Or, quand vous peignez, c'est exactement... Vous parliez dans mon corps. Oui, dans mon corps, j'ai ressenti exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je mets une couleur, elle a besoin de se retrouver comme ça dans le rythme. Il y a une réponse. Il y a un rythme, mais je pense que c'est un rythme qui est presque... Il y a l'instinct, il y a le corps qui parle. Enfin, c'est peut-être que quand on écrit, c'est plus
intellectuel. Mais quand même. Intellectualisé, mais aussi on laisse parler. Voilà, il y a le rythme. De la même manière. Et mon corps travaille autant. Ouais. Je me donne de la même manière. Et voilà, peut-être est-ce le mot qu'il fallait dire. Je me donne. Et comme en amour. Et alors, on parlait pas pour New York, et là, elle va être exposée. C'est il y a le Pierre Matisse qui ouvre sa première galerie. Hein, le fils d'Henri Matisse. Oui. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, et ça, vous savez, je suis très croyante, et donc je remercie Dieu à chaque étape de ma vie de me donner ce dont j'ai besoin. Et bon. Effectivement, j'ai commencé en 14 l'écriture de ce roman et j'ai avancé dans mon écriture et voilà que j'arrive à New York. Et dans mes recherches, je m'aperçois que c'est le jour où Gershwin crée la Rhapsody in Blue. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. C'est quand même une époque de création absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on est entre l'entre-deux-guerres, on veut oublier aussi peut-être les difficultés, enfin les malheurs terribles de la Première Guerre, inventer un nouveau monde. Malheureusement, ça va mal se terminer, il y aura Hitler, il y aura la Deuxième Guerre, mais c'est vrai qu'il y a dans cette période-là, il y a une créativité artistique absolument incroyable. Oui. Et il y a un autre personnage, pardon, parce que j'en ai obligé d'aller un peu vite, malheureusement. De la même façon, je trouve Pierre Matisse, le fils d'Henri Matisse, qui ouvre sa première galerie. En même temps. Et le personnage dont vous voulez parler, j'imagine, c'est Khalil Gibran, l'auteur du Prophète, le deuxième livre le plus lu après la Bible, et dont on ne qui est libanais, qui est libanais et dont on ne sait pas en France. Enfin, moi, je l'ai découvert qu'il était aussi peintre. C'est ça. Voilà. Absolument. Il n'est pas qu'écrivain ou poète. Enfin, voilà. Il est peintre. Et aux États-Unis, c'est un grand peintre. Il est autant connu apprécié, comme peintre, oui, ouais. Comme peintre que comme écrivain. Et donc, on n'a pas parlé du galériste qu'il a découverte à Nîmes. Oui, qu'il la regarde. Voilà, c'est un homme qui vient la voir peindre comme ça. Elle a ouvert ses fenêtres là, et puis il vient la voir. Il vient tous les jours, quoi. Oui, c'est lui qui la persuade. C'est lui qui le présente, qui lui dit, et c'est grâce à lui qu'elle va partir à New York. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, il lui trouve un atelier de peinture mitoyen de celui de Khalil Gibran. Voilà. Donc, tout ce qui est écrit sur Khalil Gibran est vrai. Il a véritablement peint dans cet atelier. Et il a même acheté le building et plusieurs ateliers. Et mon héroïne s'installe dans l'atelier mitoyen. Et ils vont avoir, bien sûr, des soirées ensemble, des échanges nourris, philosophiques. Et voilà, j'ai adoré. Alors, on va pas raconter tout. Après, elle va partir en Turquie. En Turquie. J'ai adoré écrire la partie turque. C'est un roman. Voilà, là, on arrive à l'été. C'est un roman de voyage, enfin, quand même, de Nîmes à New York, à la Turquie, et puis avec des personnages. Alors, tous les personnages. Enfin, beaucoup de personnages sont des personnages réels. Pierre Matisse a existé, Khalil Gibran évidemment a existé. Vous avez fait beaucoup de recherches pour énormément, comme à chaque fois. Dans tous mes romans, j'adore ça. Et dans les Tournesols de Jérusalem, j'avais aussi des personnages existants. Marcel Proust, Sarah Bernard, Émile Zola. Nous étions dans l'affaire Dreyfus, donc tous les personnages avaient existé. Et donc j'adore faire cet exercice. Oui, c'est un exercice passionnant de mêler justement la fiction, la réalité, avec, comme vous dites, tout ce que vous dites sur Khalil Gibran existait, vrai, voilà, et vous avez enquêté, quoi, si je peux dire, même si vous connaissiez bien, je crois, le personnage. Je veux pas aimer, alors. Il faut revenir à ce titre. Alors, on peut y arriver.
Le et. Ouais, je veux peindre et aimer. J'aimerais y arriver. Je vais peut-être y arriver. Pour le moment, je suis tranquille. Je n'ai qu'à. Mais c'est très intéressant parce que votre héroïne, Rebecca, elle est beaucoup dans l'attente. Ouais. Au fond, elle a eu ses malheurs avec. Et est-ce que vous êtes vous aussi beaucoup dans l'attente? Oui, je suis dans l'attente du Messie. Alors, le Messie n'est pas fait pour arriver, il est fait pour être attendu. Alors, c'est ma thèse, évidemment, mais je pense que c'est la bonne thèse. Et c'est ça qui fait avancer. C'est pas une attente. Je reste assise sur mes fesses. Oui, on n'attend pas le train, quoi. Voilà. C'est attendre en fabriquant, en faisant, en avançant. Et oui, je suis dans l'attente. Dans l'attente. Et dans l'attente, vous êtes en train d'écrire, vous l'avez peut-être déjà écrit un nouveau roman. On en parlera quand il sera publié. En attendant, voilà, il faut lire Je veux peindre et aimer, aux éditions Glyph. Et c'est signé évidemment Evelyne Bress. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.